Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram, et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Suite à l'enregistrement de cet épisode, on a un peu échangé un message privé avec Agathe et il est venu qu'elle avait finalement envie de déposer quelque chose par message. Donc vu que j'ai plus de place en description, je vous fais une petite vidéo et je vous lis son message. Je n'ai pas évoqué dans cet épisode un vécu d'abus qui a profondément marqué mon chemin de femme et de mère. Ce n'est pas un oubli. C'est un choix que j'ai fait au moment de l'enregistrement par pudeur, par protection aussi. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de le nommer ici, parce que cette expérience, longtemps enfouie, a eu des répercussions profondes sur mon chemin de femme et sur mes enfantements. Avec le recul, je crois que le fait de ne pas parvenir à laisser mon corps à s'ouvrir, à s'abandonner pleinement lors de mon premier accouchement, était intimement lié à l'empreinte de ce trauma sur mon corps. Je n'en ai pas parlé dans le podcast, mais je pense qu'il est important de le préciser pour rendre hommage à la complexité, à la sensibilité et à la force des chemins d'enfantement. Merci à celles et ceux qui écoutent avec bienveillance et cœur ouvert. Donc, bienvenue Agathe. Merci de m'avoir invitée. Merci de m'avoir fait confiance pour venir te déposer. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire qui tu es et ce que tu aimes ? Oui, alors je m'appelle Agathe, j'ai 41 ans depuis peu, et j'ai 4 enfants qui ont 10, 8, 4 et bientôt 2 ans. Je suis mariée, on vit aux Canaries. Et ce que j'aime, ce qui me passionne plutôt, c'est le monde des naissances. Tout ce qui tourne autour des naissances, le postpartum, la parentalité, la maternité, le couple, tout ce qui tourne autour de la famille finalement, de notre intérieur. C'est vraiment ça qui me passionne. Depuis que je suis maman. Ça ne me passionnait pas du tout avant. Mais depuis que je suis devenue maman, ça m'intéresse énormément. Donc là, aujourd'hui, si tu es là, c'est pour venir raconter ton récit que tu as souhaité nommer Naissance en famille, et ça fait sens, puisqu'en ce moment, en plus, ce que tu disais, ce qui te passionne, c'est la famille, et donc c'est la naissance en famille de ce petit bout. Est-ce que tu serais d'accord de remonter à quel a été votre cheminement pour en arriver à vivre cette expérience-là ? Alors, le cheminement, il a été long. Il a été très long et très lent pour moi. Donc, si je rembobine au tout début, c'est un peu celle. Si je rembobine au tout début, je suis tombée enceinte de ma première fille en 2013. Et j'ai tout de suite su que je voulais un accouchement sans péridurale. Enfin, c'était clair pour moi. Et j'ai tout de suite su que je voulais un accouchement sans péri. Je pense parce que ma mère, elle a eu 4 enfants aussi, sans péridurale, et qu'elle m'a toujours raconté, elle a toujours eu un récit assez positif. Alors, c'était en milieu hospitalier et
et assez classique finalement, tu vois. Mais voilà, elle m'a toujours dit que ça s'était bien passé, que voilà. Et donc c'est ce que j'avais en tête. Et, euh, et à cette époque, ben, il n'y avait pas les réseaux sociaux, en tout cas il n'y avait pas ce qu'il y avait aujourd'hui. J'ai l'impression de parler d'une époque, c'était il y a 10 ans, mais finalement ça a vachement changé. Et donc on n'avait pas Instagram, ou on avait Instagram, mais c'était des jolies photos, tu vois, ça n'avait rien à voir. Et donc les seules ressources que j'ai trouvées, c'était des livres, notamment Michel Audin, de Gasquet aussi, que j'avais pas mal lu, mais j'avais vu ou lu aucun témoignage de vraies personnes, tu vois, réelles, de femmes. Et, et donc voilà, je pense que j'avais beaucoup de peur, mais à la fois j'étais aussi très naïve. Ça, c'était un petit mélange des deux. Et, et donc arrive le jour, donc j'avais décidé d'accoucher en état Rouen à l'époque, donc d'accoucher en maternité lambda, quoi. Et, et puis finalement, moi qui voulais aucune intervention, j'ai eu absolument toutes les interventions possibles parce que, euh, parce que j'ai commencé avec une fissure, la poche qui avait fissuré, enfin voilà, ça a été l'escalade d'intervention un peu classique. Et ça a terminé en césarienne d'urgence. Et, et donc ça a été super compliqué pour moi. Alors à l'époque, je ne mettais pas vraiment de mots là-dessus, tu vois, je n'appelais pas ça un trauma ni rien, mais voilà, ça a été très très dur d'accepter. J'avais vraiment l'impression d'avoir échoué, quoi. Et, et, et puis voilà, ça a été mon entrée dans la maternité qui a été un peu une grosse claque dans la figure, quoi. Et, et sur ça, j'ai eu un allaitement qui s'est plutôt bien passé malgré tout, tu vois, parce que j'avais très très envie d'allaiter et ça s'est bien passé. Le postpartum s'est à peu près bien passé malgré les douleurs, etc. Enfin voilà, j'ai navigué comme je pouvais. Et puis, euh, et puis quand elle avait 13 mois, 14 mois, je suis retombée enceinte. C'était pas planifié. Euh, et, et là, bah pareil, hein, on était toujours au même point, question. Enfin non, c'est pas vrai. Entre-temps, je m'étais abonnée à un magazine, je crois qu'il n'existe plus, qui s'appelle Grandir Nature, je sais plus comment j'étais tombée là-dessus, mais ça, c'était vraiment la seule ressource que j'avais où je voyais qu'il y avait un possible. Et notamment, j'avais découvert les maisons de naissance, que je connaissais pas du tout. Parce que c'est vrai que moi, je vivais dans un... Enfin, si tu veux, accoucher à la maison, tout ça, je savais même pas que ça existait, tu vois. Et, et donc, je découvre les maisons de naissance et j'avais très envie. Bon, à l'époque, je savais pas que de toute façon, vu que j'avais une césarienne, c'était peu probable qu'on m'accepte en maison de naissance. Et de toute façon, il n'y en avait pas. Il y en avait très, très peu en France à l'époque et il n'y en avait pas dans ma région. Et donc je suis repartie dans la même maternité. Heureusement, à l'époque, j'avais quand même cette sage-femme, Irène, qui était aptonomiste, qui faisait de l'aptonomie. Et elle a quand même planté une petite graine, tu sais, la première petite graine qu'il y avait un autre possible, quoi. Et donc, on avait quand même touché à quelque chose avec elle. Et on l'avait fait aussi avec ma fille aînée. Même pour le papa, c'était super, tu vois, de pouvoir créer une connexion avec le bébé. Enfin, elle était vraiment très, très chouette. Et elle m'a beaucoup aidée aussi après la césarienne, tu vois, pour essayer d'accepter. Mais bon, tout ça pour dire que finalement, ce que je disais tout le temps à mon mari, c'est quand c'est le premier bébé, on a toujours très, très peur de l'inconnu. Je disais, mais moi, je connais et j'ai encore plus peur, quoi. Parce que avoir une césarienne, enfin, c'était pas possible, quoi. Et, et donc, je me suis battue parce que j'étais suivie par un gynéco, puisque j'avais une césarienne pour la première, qui me poussait, tu sais, ah, c'est mieux de faire une césarienne, et pourquoi s'embêter et
et voilà, je me suis battue et en plus, il était, au moment de la date probable d'accouchement, il n'arrivait pas et puis alors, c'était tout sauf l'ocytocine quoi parce que, j'étais ultra stressée. On m'avait dit: «Vous avez, 2 jours pour, on vous laisse 2 jours de plus». Mmh. Donc c'était un vendredi et le vendredi, j'allais avoir la césarienne et il fallait que ce bébé arrive avant et en plus, il s'était pas retourné, donc je faisais, de l'acupuncture, je marchais des kilomètres, enfin absolument tout ce qu'on doit faire, enfin ce qu'on nous dit de faire pour qu'un bébé arrive, tout ça hyper stressée. Je je nettoyais la maison tout le temps, je sautais sur mon mec tous les soirs, tu vois? Et le pauvre, il était là et bon finalement ça a marché. Enfin, je sais pas si ça a marché ou s'il a décidé d'arriver, mais c'était le jeudi soir. Donc vraiment juste avant, et tu vois, c'était vraiment une ambiance pourrie, c'était pas du tout, propice à une arrivée, sereine pour le bébé. Et jeudi soir, ça a commencé et tout, je gérais plutôt bien. On est arrivé à l'hôpital, bien plus tard que pour Maë, que pour ma première, mais finalement assez tôt et je me souviens, à un moment donné, j'étais toute seule dans une pièce, je sais pas, on attendait pour m'ausculter ou je sais pas quoi et j'ai commencé à vocaliser et ça, je me souviens parce que je me dis: «Tiens, c'est marrant, pourquoi je fais ça?» Et tu vois, de manière très naturelle, quoi. J'en parle parce qu'après, c'est quelque chose qui m'a vachement aidée dans les accouchements suivants et voilà et puis on est partis, tous les 2. On nous a mis dans une chambre et arrivé à un certain moment, c'était plus possible. Alors, bien sûr, j'avais un projet sans péri et cetera et c'était bah, j'ai dit à mon mec: «Je peux plus quoi, je veux une péri tout de suite» et pareil, je pense qu'on n'était pas, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, tu vois, on était, ouais, on manquait de connaissances. Enfin, il y a plein de choses qu'on savait pas et puis lui m'a vu souffrir. Je lui avais dit: «Si je te dis ça, surtout, faut pas que tu dises oui» et puis je lui ai dit une, 2 fois, je lui ai gueulé dessus et puis il a appelé la sage-femme et malheureusement, c'est vraiment un peu con parce que ça avançait très vite et dès que j'ai eu la péri, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté et puis du coup, ça a été un accouchement hyper, médicalisé, parce que, bah, parce que j'avais toujours cette histoire de césarienne antérieure et donc le moindre truc qui va pas, si c'est trop long déjà ils sont rigides à la base, tu vois, sur les temps, mais alors là, c'était vraiment, et du coup, bah, il est arrivé en poussée dirigée, j'ai eu une épisiotomie, non consentie, hein, personne ne m'a rien demandé. Enfin voilà, j'ai quand même eu l'accouchement par voie basse que je voulais, mais finalement pas du tout comme je le souhaitais et là aussi ça a été compliqué pour moi parce que je me suis dit: «Bah, tu es la seule, coupable finalement de ça. C'est moi qui ai demandé la péri», tu vois? Et c'est là que enfin, tu vois, personne m'a forcée non plus. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dû accepter, et je me souviens qu'il y avait une sage-femme, qui était, proche de la retraite et qui m'avait dit: «Ah, je sais, aujourd'hui, on dit qu'il faut pas laver les bébés, mais regarde-le, c'est mieux si on lave». Donc il avait quoi? Il avait 3 minutes, elle était en train de laver pendant qu'on était en train de me recoudre et ça, maintenant que je sais, tu vois, tous les enfin, ça me fend le cœur, tu vois, d'avoir laissé faire ça. Heu, mais bon, voilà. Faut que j'accepte aussi que j'étais dans un contexte et que voilà, il y a des choses que donc finalement, j'ai laissé faire, quoi, tu vois? Et puis mon petit bébé, il était trop mignon et c'est un bébé hyper calme et un petit garçon parce qu'on n'avait pas demandé le sexe et puis, là-dessus, j'ai eu un postpartum, super compliqué parce que finalement avec césarienne, j'étais obligée d'être, au lit et nous, on avait eu la bonne idée de décider de déménager, à l'autre bout du monde, au Chili, quand Vigo avait 1 mois. Donc il fallait faire le déménagement, enfin, tu vois? Enfin, c'était je sais pas pourquoi on s'était mis ce deadline de et
Et donc, on a fait tout ça, on a organisé le déménagement, etc., quand il était tout petit. Et donc, ça a été un postpartum très, très, très dur. J'avais le périnée, j'avais l'impression d'avoir le périnée au niveau des genoux. Enfin, je ne suis pas du tout reposée. Et ça a eu des répercussions. Parce que tu vois, j'avais l'impression de bien le vivre, mais en fait, ça a eu des répercussions quelques mois plus tard. Et donc, on est parti à l'autre bout du monde avec les 2 petits. Et puis, voilà. Et puis, je pensais que notre famille était complète. Parce que aussi, c'était très compliqué. Donc, même si dans le coin de ma tête, j'avais envie d'avoir un autre enfant, je me disais que non, c'était pas possible. C'était déjà tellement dur. Voilà, la matrescence, pour moi, c'était vraiment difficile. Et j'avais un peu l'impression, tu sais, je sais pas si tu as la ref, mais dans Seul au monde, Tom Hanks, là, quand il doit sortir là, de son île et il est sur son petit radeau et il se prend toutes les vagues dans la gueule. Et voilà, ben, ça, c'était moi, quoi. Puis j'étais toute seule, j'avais aucune amie là-bas. Mon mari travaillait beaucoup. Enfin, voilà. Et puis, on a redéménagé et on est venu s'installer aux Canaries, donc il y a 5 ans maintenant. Et puis, surprise, surprise, au bout de 2 mois ici, il y a un petit bébé qui s'est invité. Et donc, on était très surpris, en même temps très contents. Et c'est en 2019. Et donc, c'était une autre époque. Parce que déjà, j'avais continué un peu au Chili, je ne sais plus trop ce que j'écoutais. Mais peut-être qu'il y avait déjà le blog de Quantique Mama. Peut-être qu'il y avait aussi, je ne sais plus. Je sais que je continuais un peu à lire autour du monde des naissances. Et en 2019, quand je suis tombée enceinte, là vraiment, par exemple, je savais ce que c'était une doula. Avant, j'en avais aucune idée. Et donc, j'ai pris une doula pour m'accompagner. Et puis, j'ai notamment, j'écoutais le podcast de Christelle Carder, ça s'appelle. Ouais. Le blog de Quantique Mama. Il y avait ces préparations qui étaient sorties aussi à la naissance. Donc, j'avais fait celle sur la douleur. J'ai suivi son séminaire en février parce que ça y est, tu vois, je commençais vraiment à me dire que doula, c'était vraiment un métier qui m'intéresse, enfin, qui me touchait, toi, au plus profond de moi. Donc, voilà, il y avait plein de ressources. Et puis moi, j'étais un peu boulimique de tout ça parce que je le voulais, mon accouchement physiologique, tu vois. Et le truc est que sur cette île, on est sur une petite île et personne ne faisait d'enfantement à domicile. Et moi, toute seule, c'était même pas, enfin, je savais même pas que c'était possible. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que mon cheminement, il est lent. Donc, je me suis dit, mais dès le début, et je l'avais dit à mon mari, j'avais dit, je voudrais accoucher à la maison. C'est vraiment ce qu'il me faut. Et je dois être chez moi, dans mon intimité. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais, mais c'était pas possible. Et quand j'étais enceinte, je sais pas, de 7 ou 8 mois, j'avais rendez-vous avec ma doula. Elle me dit, oh, j'ai une trop bonne nouvelle. Il y a une sage-femme qui arrive, qui vient s'installer sur l'île. Elle vient de Barcelone, elle travaille dans la maison de naissance, elle fait des accouchements à domicile. On va faire une équipe. Si tu veux ton accouchement à domicile, tu peux l'avoir. Enfin, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Tu vois, les planètes s'alignent, c'était parfait. Et du coup, c'était parti pour avoir cet enfantement à domicile. Et c'était en 2020, donc on était en plein Covid. Et j'avais demandé à mes parents de venir. Et mes parents qui vivent loin, ils vivent à La Réunion. Et je leur avais demandé de venir, ils étaient OK pour garder les 2 grands.
Et puis, bien évidemment, ils n'ont pas pu venir. Et donc là, je raconte ça parce que finalement, cet enfantement qu'on a eu en famille, c'était pas, à la base, c'était pas un choix. Je m'étais dit que non, les enfants, ils peuvent pas être là, c'est mieux s'ils sont pas là. Et finalement, on a été obligés. Et ça a été super, en fait. Parce que sinon, je pense que je l'aurais pas fait. Du coup, j'ai commencé à leur montrer quelques vidéos d'animaux qui mettent bas, de mammifères, puis après de femmes qui enfantent. Et toi, pour leur montrer un peu les sons que j'allais faire, que j'allais être un peu différente. Et c'est passé comme une. Enfin, toi, j'avais pas l'impression que ça les perturbait du tout. Et ils avaient 6 et 4 ans, presque 6 et 4 ans. Et puis, et puis voilà, et puis l'enfantement s'est super bien passé. Je me souviens que quand ça a commencé, j'ai demandé à. On habite à côté de la mer. Et j'ai demandé à, comme j'avais vachement travaillé, tu sais, sur les vagues, j'ai demandé à mon mari de m'amener à la plage. Et ça avait commencé direct, des vraies contractions, quoi. Et, et puis on a été à la plage et puis je me souviens, je me suis dit, allez, il faut que je me, je me remplisse de la, tu sais, de la force de l'océan, quoi. Et donc j'ai regardé ces vagues et j'ai essayé de garder ça en tête tout le long tout le long du travail. Et on est rentré à la maison et puis voilà, tout. Franchement, c'était facile, c'était intense, hein. Je me souviens à un moment donné de me dire: «Mais pourquoi je fais ça, Pourquoi je vais pas à l'hôpital? Je prends une péri et puis c'est réglé, quoi». Mmh, mais tu sais, je savais que j'avais pas tout. Il y avait un truc que je pouvais qu'il y avait en moi, de puissance, de force et que j'avais jamais touché. Je voulais le toucher, ce truc-là. Et et c'est pour ça que c'était aussi important pour moi, tu vois? Je savais que je pouvais le faire. Et puis j'avais la chance d'avoir, mon mari qui vraiment, il était il était vraiment à fond et tu vois, il me soutenait vraiment là-dessus. Hem et voilà et en fait tout ouais, c'était des contractions assez ouais, c'était intense mais pas douloureux et et finalement il est né, un petit garçon aussi et alors il y avait juste eu un couac à la fin. C'est que tout se passait très bien. J'avais demandé à la doula et il y avait 2 sages-femmes parce qu'en Espagne, il faut 2 sages-femmes. Je leur avais demandé de sortir parce que j'en avais marre de les avoir autour de moi. Donc elles étaient parties dans la cuisine et j'étais seulement avec mon mari et hem et j'étais dans la piscine, à 4 pattes. Enfin, ouais, avec mon mari dans l'eau aussi, mais qui me regardait et puis en fait, elles avaient pas mis assez d'eau dans la piscine. Heu, donc quand, sa tête est sortie, il a pleuré tout de suite. Tu sais, il était pas encore, sorti complètement, il avait juste la tête et il s'est mis à pleurer et et puis là, mon mari a senti en fait qu'il était sorti mais hors de l'eau et donc il les a appelées, et puis là, je trouve qu'elles ont très mal géré en fait le truc et parce qu'au lieu de me dire, je sais pas: «Voilà ce qui se passe Agathe, lève-toi» ou «Il faut pas qu'il retombe dans l'eau», de m'expliquer, elles sont intervenues. Et elles sont intervenues et du coup, tu sais, j'ai eu un peu l'impression qu'on me volait le moment, quoi. Parce que je savais là qu'il sortait et qu'il arrivait et c'était tu vois? Et là, blim, il y a des mains qui arrivent et qui le sortent comme ça un peu sauvagement, quoi. Et en plus, j'étais dos, donc je sentais toute cette ambiance, mais je savais pas trop ce qui se passait, quoi. Et puis tout est décuplé, tu sais, dans ces moments-là, donc je me disais: «Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas», on me disait rien. Et quand elle l'a sorti comme ça, en plus, comme si tu veux, elle l'a relevé vers mes fesses, et ben, elle m'a déchirée et puis c'était une déchirure, assez importante. Hem et donc en postpartum, bah, j'ai eu mal de ce truc et puis j'ai eu du mal à avaler la pilule, quoi, tu vois? Parce que vraiment il y avait même si, voilà, tout avait été quand même, enfin, je l'avais eu mon enfantement à la maison, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, tu es capable de le faire sans péridurale»,
tu peux, enfin voilà. Et puis le postpartum, j'avais lu le mois d'or, donc je suis restée dans mon lit pendant 20 jours. Carlos s'occupait des 2 autres enfants. Il était tout seul parce qu'il y avait personne ne pouvait venir. On était toujours comment on dit, en lockdown, enfermé quoi. Mais c'était un postpartum merveilleux, merveilleux. Vraiment, j'ai pris mon temps avec lui. On a fait un placenta lotus. C'est les enfants qui allaient chercher des fleurs, tu sais, dans le jardin. Ils les mettaient, ils changeaient le sel. Oui, tout ça pour dire que l'expérience de mes enfants, ça a été... vraiment, c'était comme un événement comme un autre, en fait. On leur a montré le placenta, tu vois, tout était fluide, quoi. Et j'ai trouvé ça super beau qu'il soit là. Juste quand il est arrivé, ma fille qui lui avait chanté pendant toute la grossesse, elle lui chantait une berceuse, elle lui a chanté dès qu'il est né. Euh, et, et puis, euh, et puis voilà. Et, et 2 ans et demi plus tard, je sais pas si tu as des questions, hein, je continue. Oui, 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 mais moi j'adore quand tu es dans ton flow, là, comme ça, c'est génial. Moi, je navigue avec toi. Alors, il y a Robin aussi qui me demande une banane, par exemple. Mais moi, je voyage. Là, c'est génial. Ouais, 2 ans et demi plus tard, j'étais de nouveau enceinte. Alors moi, c'est toujours des surprises, hein. C'est jamais planifié. Nous, on se laisse vachement porter par la vie. Et sinon, je pense que j'aurais pas 4 enfants. Donc, arrive ce petit quatrième. Et puis, entre-temps, j'avais fait l'école de Quantique Mama, l'école Quantique Doula. J'avais commencé des accompagnements. Enfin, tu vois, j'étais déjà dans ce monde des naissances. Et, et donc, pour ce bébé, j'ai eu une grossesse à part le premier trimestre, mais ça a toujours été compliqué pour moi, qui s'est bien passé. Et, et donc, pour répondre à ta question du début, le cheminement, ça a été que, en fait, c'est comme avec Aurel, avec le troisième, où je me suis dit, je veux un accouchement à la maison. Je me suis tout de suite dit, je veux le faire en famille. Je veux qu'on soit seul. Mais j'ai pas osé le dire. J'attendais un peu, tu vois. Je le savais dès le début, mais j'attendais un peu pour en parler à mon chéri. Je me suis dit, je suis pas sûre qu'il va être OK. Enfin voilà. Et puis en fait, la grande surprise, c'est que c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit, mais pourquoi on le fait pas en famille? Et, et du coup, ça a été vraiment. Euh, ouais, pour moi, c'était merveilleux qu'il me propose ça, tu vois. Je me suis dit, vraiment, on est connectés là-dessus. Et, et puis je me dis, il me comprend vraiment, tu vois, parce qu'il savait très bien qu'il était hors de question que j'aille à l'hôpital. Pour moi, c'était pas une option. Et puis, en fait, j'étais arrivée à un point où j'avais plus envie de donner la responsabilité à d'autres. Parce que finalement, il faut que tu acceptes aussi, il faut toujours faire des compromis. Et par exemple, tu vois, avec les filles, je leur avais dit que je voulais pas de toucher vaginal, que j'en voulais pas, je voulais pas savoir à combien j'étais. La première chose qu'elles ont fait quand elles sont arrivées, c'est me faire un toucher. Et tu sais, tu es dans ce moment, tu es vulnérable, et puis enfin, en tout cas, moi, je me suis laissée faire et ça m'a saoulée. Et en plus, elle m'a dit à combien j'étais, ce que je voulais surtout pas. Et alors, c'était bienveillant, tu vois, elle m'encourageait et tout. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils ne peuvent pas respecter? Mais après, il faut comprendre qu'eux aussi, ils ont leurs limites, ils ont leurs peurs. Et je me suis dit, si vraiment euh, je veux être responsable tu vois, euh, à 100% et décider. Parce qu'en fait, ça n'a pas été non plus un cheminement complètement linéaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a, parce qu'on en a parlé, et ça, c'est un peu une erreur, tu vois, mais quand on parle, les gens te disent, ah, vous êtes malade. Et du coup, ça nous a remis un peu le doute. On s'est dit, est-ce qu'on est complètement malade de faire ça? Et on s'est dit, bon, allez, on va quand même demander.
Donc, on avait demandé à une autre sage-femme qui éventuellement pouvait le faire. Enfin, bon, bref, qui n'était pas l'équipe. Et puis, mais je lui ai vraiment dit ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et je lui ai notamment dit, je veux pas que tu sois là. Si tu viens, tu es dehors. Et si jamais Carlos t'appelle, tu viens. Mais je veux pas que tu sois là, je veux pas ci, je veux pas ça. Enfin, j'étais très claire, c'est mon 4e enfant, je sais ce que je veux. Et ça lui a pas plu. Elle m'a dit, t'es trop exigeante, tu... Et ouais, alors que c'est mon enfantement quand même. Enfin, oui, bien sûr que je suis exigeante. Et surtout que j'ai l'expérience et je sais qu'il faut être exigeant. Du coup, elle m'a dit, non, je t'accompagnerai pas. En me disant en plus qu'elle pense que c'est très risqué ce qu'on fait, etc. Comme j'ai une césarienne, puis rien. Et, et j'ai dit, ben, finalement, c'est super parce que ça m'a remise sur mon chemin et c'est ça qu'il faut. Et tu vois, on a voulu tenter autre chose, ça marche pas, c'est que on le fera ensemble. Et, et, euh, et voilà. Et du coup, ce qu'on a prévu quand même, parce que le petit dernier il avait donc 2 ans et presque 3 ans, 2 ans et demi, ouais. On avait demandé à la babysitter qui venait de temps en temps d'être là. Donc, elle est venue, mais finalement, elle est dans mon lit et puis elle a dormi toute la nuit parce que lui qui normalement se réveillait absolument toutes les nuits, cette nuit-là, alors que Dieu sait que je faisais du bruit, il ne s'est pas réveillé. Et, et on a demandé aussi d'où la vidéo que tu as vue, à une photographe de venir. Parce que c'est un grand regret pour moi, pour le 3e, finalement, d'avoir aucune photo, aucun, tu vois. Et je me dis, c'est un moment tellement important euh, que, que j'avais envie d'avoir un souvenir, quoi, pouvoir le montrer aussi à mon fils, enfin, tu vois. Et, et d'ailleurs, c'était son premier enfantement à elle. Et elle a été absolument géniale. J'avais bien expliqué ce que je voulais, ce que je voulais pas. Je voulais pas la voir, je voulais pas l'entendre, je voulais pas entendre de clics et tout. Elle a été merveilleuse. Et, et puis, ah oui, j'avais fait de l'hypnonaissance pendant cette grossesse et une formation en espagnol, une formation pour les doulas, mais bon, que j'ai utilisée en l'occurrence pour moi. Ça s'appelle la voz en el parto, donc de l'utilisation de la voix, c'est vocaliser, etc. Parce que je l'avais pas mal fait pour mon 3e et ça avait été vraiment très puissant. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et donc, j'ai beaucoup utilisé cette ressource-là. Et, et donc, ça a commencé vers 22h, je crois. Et ça a commencé direct. J'avais jamais eu aucune contraction avant, rien, tu vois. Et puis, quand ça a commencé, ça a vraiment commencé. Ça a été tout de suite intense. Et ça a commencé vers 9h30, juste quand on couchait les enfants. Et j'ai commencé à sentir et j'ai dit, ah, c'est le moment. Et puis, donc les enfants se sont endormis et au début, je sortais parce que mes enfants ont je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai pas les mots. Tu sais, pour faire de l'aéro-yoga ou un espèce de tissu, quoi, qui est pendu et qui était dehors. Comme une écharpe de portage, en fait? Un truc de suspension? Un truc de suspension, ouais, mais qui est pour faire du sport à la base, qu'eux, ils utilisent pour faire des pirouettes et tout, qui était dehors. Et donc, je sortais et j'utilisais ça. Et puis, finalement, il a réussi à le mettre à l'intérieur vite fait parce qu'il faisait quand même froid. Et, euh, et puis, j'ai pas mal utilisé ça au début. Hum, la vocalisation et ça. Et puis, je lui avais fait une petite liste à Carlos de tout ce que. Donc, il m'a préparé un petit cacao qui était trop bon, qu'on a bu tous les deux. J'avais fait la petite recette. Euh, et enfin, c'était super chouette, c'était super cool. Tu sais, j'avais vraiment écrit tout ce que je voulais. J'avais fait mon petit hôtel avec mes bougies. Euh,
Et tout était prêt, quoi. Et, et il avait fait toute l'hypnonaissance avec moi, donc tu vois, on avait plein de petits mots-clés, de petits. Et, et puis, oui, j'ai pas dit parce que lui, il est médecin. Alors, je raconte ça parce qu'il est cardiologue. Et je t'en parle parce qu'on me dit souvent, oui, mais vous avez fait ça à la maison parce que lui est médecin et qu'il peut intervenir s'il y a besoin. Et, et en fait, déjà, c'est ne pas prendre en compte que c'est son bébé qui est en train d'arriver. C'est pas un patient. Donc, c'est très différent euh, d'un point de vue affect. Et puis surtout, c'est que non, on n'a pas fait ça parce que ça, c'est repenser qu'il faut une intervention, tu vois, absolument. Alors que, enfin vraiment, nous, on était, et surtout lui d'ailleurs, même presque plus que moi, je crois, il avait confiance en la femme qui est capable d'enfanter, tu vois. Et, et surtout, ça lui a demandé de déconstruire énormément parce que dans ses études, il a pas mal euh, fait d'accouchements. Alors là, il a vraiment fait des accouchements. C'est en Équateur, dans un village où c'était le médecin du village et tout. Donc, il accouchait les femmes. Hein. Donc, il a fallu qu'il déconstruise énormément, énormément, énormément parce qu'aussi, il sait tout ce qui peut merder. Et donc, il a fallu nettoyer tout ça, tu vois, dans son cerveau. Et donc, je pense que ça a été d'autant plus difficile pour lui, un travail, tu vois. Et, et voilà, et finalement, il m'a préparé la piscine. Et j'ai été assez surprise parce que, comme le troisième, ça avait été assez facile. Euh, Pourtant, je sais que toutes les naissances sont différentes, mais c'était méga douloureux et je ne m'attendais pas à ça. Euh, donc, il a fallu gérer ça. Et, alors, c'était méga douloureux, euh, mais j'ai jamais eu peur, tu vois, ou j'ai jamais dit il faut que j'aille à l'hôpital, ou j'ai même jamais pensé, tu vois. J'étais vraiment en confiance, mais j'ai douillé comme. Voilà. J'ai vraiment douillé. Et je pense aussi que c'est parce que j'ai pas complètement déconnecté à cause de toutes les connaissances que j'avais accumulées aussi. Je pense que j'étais aussi vachement présente dans là il se passe ça, là c'est ça, tu vois. Et ça m'a un peu parasité. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais, tu vois, mais je pense que ouais, j'ai pas déconnecté à 100%. Et puis, donc c'était assez long, enfin assez long pour un quatrième, hein, c'était pas très long, mais euh, donc en fait tout s'est passé dans la piscine, à peu près, les trois quarts de l'enfantement. Et puis, et puis ma fille a dû se réveiller parce qu'elle m'a entendu. Euh, je sais pas, 1 heure et demie avant que le bébé arrive. Et j'ai toujours c'est ma petite doula parce qu'elle était là, elle attendait, elle caressait les chats étaient là, à se lever et tout, alors que normalement ils font jamais ça. Ils étaient là tout le long, à se faire des câlins. Et donc elle caressait les chats et je l'ai presque pas vu en fait, tu vois, pas senti sa présence. Et, et j'ai beaucoup regardé, j'avais des bougies tu sais, les trois bougies tu vois, de l'enfantement. Donc, enfin, c'est pas moi qui les ai allumées, mais ils les ont allumées au fur et à mesure. Et à chaque fois, je regardais celle où il y a le bébé euh, qui est en train de naître. Engage, ouais, où on voit la tête qui sort, c'est ça? Ouais, ouais. Et je regardais. Et c'était entre la flamme, tu sais, regarder la flamme, il y a un côté vachement méditatif. Et puis, je me concentrais là-dessus. Et puis, je pensais à ça. Et puis, ensuite, on a réveillé son frère, le numéro 2, Vigo, parce qu'il voulait absolument. Il nous avait vraiment demandé de le réveiller et il voulait être là.
Et donc, on a dû le réveiller une demi-heure avant. Et, et bébé est né. Alors, j'ai eu la fameuse déchirure que j'avais eue pour Aurel, pour le troisième. Ça s'est redéchiré. Donc, ça m'a fait très, très mal, la sortie du bébé. Autant avec Aurel, tu vois, j'ai senti le cercle de feu, mais je soufflais. Seulement, je soufflais, je faisais aucun bruit. Et parce que j'avais l'impression qu'il fallait, j'étais hyper concentrée et je me suis dit, il faut vraiment que tu restes concentrée parce que si tu commences à trop penser de qu'est-ce qui est en train de se passer, de ton bassin, on a l'impression que tout va imploser, reste concentrée. Et donc je soufflais et ça allait très bien. Là, j'ai crié tout ce que je pouvais crier parce que avec, ouais, j'avais bien déchiré quand même. Donc, et, et, et il est né assez vite, entre, ouais, il est né finalement, tout est pour toi en 4 heures, je pense. Hem et j'ai eu quand même un petit moment, vu que quand même je criais pas mal au moment parce que je voulais qu'il sorte, tu vois? J'ai même dit à un moment donné à mon mari, je dis: «Mais sors-le, sors-le!» et et ce que ça et il m'a dit: «Non, je vais pas faire ça», parce que c'est exactement ce que je reprochais et 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 du coup, il est né, ouais, au petit matin ou dans la nuit, au petit matin. Et et oui, ce que je te disais, en fait, c'est que comme je criais beaucoup, j'ai eu quand même un moment donné où je me suis dit: «J'espère que les enfants, tu vois, ils vont pas avoir peur ou» mais finalement, en reparlant avec eux, ils m'ont dit: «Non, tu criais beaucoup plus qu'avec Aurel». Mais enfin voilà, j'ai ça les a pas plus perturbés que ça. Et puis, après ils en ont vu, hein, des vidéos depuis parce que à chaque fois que je suis en train de regarder des vidéos, ils les regardent avec moi donc ils ont quand même l'habitude. Et 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 c'est mon mari qui l'a attrapé parce que moi j'étais encore à à 4 pattes. Parce que comme j'ai jamais eu de contraction, devant j'ai toujours eu dans les reins pour les 4 et donc je peux pas je suis obligée d'être à 4 pattes. C'est la seule position qui me soulage et et il est né, c'est mon mari qui l'a attrapé, heu puis voilà, on n'était pas en famille complète parce que le numéro 3, le petit troisième dormait. Heu, mais il est arrivé comme ça à la maison et on était tous ensemble. Hem et puis, ensuite, je suis sortie de la piscine, c'est un peu flou dans ma tête. Hem, je suis sortie de la piscine, on est allés sur le canapé. Le placenta est né, mais alors le placenta, moi, ça a toujours été un peu compliqué, donc j'avais, préparé des petits trucs aussi parce que c'était un peu ma peur, c'était ça. Hem et puis, et comme j'avais déchiré, tu vois? C'était un peu, toute cette zone était un peu plein de sang et donc ouais, on a un peu tiré quand même pour que le placenta vienne. Là, je pense que c'était plus une peur aussi de mon mari, tu vois? Parce qu'il voulait pas trop attendre, tu vois? Et donc, au bout d'1 heure, je pense, tu vois, ça commençait à le titiller, quoi, qu'il fallait que ce placenta, il sorte. Et et le placenta, on n'a pas fait un placenta lotus cette fois-ci. On a un bébé lotus, on a fait un en entre-deux. En fait, on l'a laissé pendant 24 heures, a accroché au bébé, parce que, hem parce que j'avais adoré en fait faire le bébé lotus avec le troisième parce que c'est aussi ce qui m'avait obligée, pour des questions pratiques, de rester au lit, de pas bouger. Enfin, tu vois? Et mais c'était quand même compliqué pour que même son père ou les frères et sœurs puissent le prendre, même pas pour aller l'été la nuit, tu vois? Ça demande quand même toute une organisation. Et donc là, on l'a laissé 24 heures et puis on a brûlé le cordon au bout de 24 heures. Et et puis et puis voilà. C'est comme ça quoi.
c'est qui était un petit garçon, le numéro 3. Déjà, merci beaucoup. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'adore quand vous partez. Souvent, je parle pas beaucoup dans le podcast. Et c'est tant mieux, parce que pour plonger vraiment dans cette aventure. Et en plus, là, quand tu décrivais le dernier, moi j'avais les images en tête, parce que je les ai revues juste avant de commencer l'enregistrement de la vidéo de naissance. Donc, merci vraiment beaucoup pour ce témoignage. J'avais effectivement plusieurs questions. Au tout début, tu disais comme quoi, à l'époque, tu n'étais pas tombée sur des récits de naissance. Là, depuis, j'imagine que tu en as entendu ou lu. Est-ce que tu as une référence d'un endroit, ou est-ce que tu te souviens, ou est-ce que tu en avais lu et qui t'avait été soutenant ou particulièrement soutenant? Hum, je pense que ça a été surtout, mais de manière très aléatoire comme ça, sur Instagram. De voir beaucoup de vidéos. Peut-être qu'au tout début, c'était sur YouTube où j'allais chercher quelques vidéos. Mais c'était surtout sur Instagram, notamment le compte de. Je sais pas trop son. Badass Mother. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un des premiers comptes que j'ai suivi. Et donc c'était surtout ça. Et qu'à l'époque, je n'avais pas lu, mais qui existait déjà, hein, bien évidemment, quand j'avais eu le Ma et Vigo. J'ai lu aussi Ina May Gaskin, mais avec Aurel, parce que je n'en avais pas entendu parler avant. Et donc là, j'ai lu aussi, je lisais une petite histoire, un petit témoignage tous les soirs, tu vois, avant de dormir, pour essayer aussi d'avoir des récits positifs. C'est super, comme ça je vais mettre toutes les références en note de l'épisode, comme ça il n'y aura plus qu'à faire clic, et après les personnes pourront directement aller voir tout ce dont tu as parlé. Il y avait autre chose aussi que j'aimerais revenir avec toi, c'est la notion de, par rapport à ton mari, du fait que ça a été hyper compliqué, donc de devoir déconstruire, et ça c'est un truc avec lequel ça vient vraiment résonner fort, comme le fait au final que tu t'es sentie hyper présente pendant cette dernière naissance, parce que tu avais beaucoup appris. Et vu qu'on est d'accord que pour le processus de la naissance fonctionne de façon optimale, c'est vraiment la déconnexion du néocortex. Et plus on a appris, plus cette déconnexion est compliquée, surtout quand on a appris, particulièrement dans le milieu médical, je parle, mais on a appris à être dans le faire. C'est quelque chose qui me paraît vraiment, effectivement, très, très fastidieux. Est-ce qu'il y a quelque chose, lui, qui l'a aidé? Il a aussi trouvé des ressources ou pas? Ou c'est vraiment une déconstruction, on va dire, de couple qui s'est opérée? Oui, la ressource, c'est moi. Parce que non, mais c'est vrai. Si tu veux, de lui-même, il est jamais allé lire un truc. Jamais. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu le saouler avec? Mais tu vois. Mais en même temps, je dis le saouler parce que c'est vrai que je parle de ça tout le temps, donc je sais que. Mais parce que moi, c'était. Et il a bien vu que la naissance, notamment de Maë, ça a été tellement, tellement dur pour moi. Et tellement difficile d'accepter et de guérir. Et donc il m'a écouté parce que lui-même a bien vu qu'à un moment donné, dans le système hospitalier, ça avait merdé parce que, tu vois, aujourd'hui, même si, tu vois, on me dit, par exemple, ma mère me dit souvent, mais oui, mais regarde pour ta fille, si tu n'avais pas été à l'hôpital. Et puis, mais je comprends, tu vois. Je comprends le point de vue parce que c'est partir du principe que. Attends, je ne vais pas te l'expliquer à toi, quoi. Mais du coup, là-dessus, il a vraiment été génial parce qu'il m'a écouté et puis que
moi, ma principale ressource, c'était quand même Quantique Mama, et que je lui ai fait lire, écouter, et puis il a fait toutes les préparations avec moi, tu vois. C'est pas je l'ai fait toute seule, et puis non, il était là, il a participé. Donc, ouais, au bout d'un moment, il s'est bien rendu compte que c'était. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a proposé de le faire, qu'on le fasse en famille pour le 4e, c'est qu'il a bien vu pour le 3e que finalement on avait besoin de personne. Alors ça ne veut pas dire que, attention, c'est pas qu'on s'était dit que tout va bien se passer, mais voilà, qu'on irait à l'hôpital si on a besoin. Et c'est tout, quoi. On sait bien que ça peut merder, mais voilà. Est-ce qu'il y aurait une sagesse que tu aimerais transmettre aux personnes qui vont t'écouter, une personne enceinte qui, par exemple, qui a une première césarienne et qui s'en va enfanter librement, qui pourrait être une sagesse que tu as appris ces 4 naissances. Je ne sais pas si c'est de sagesse, c'est plutôt, je dirais plutôt, c'est de ne pas en parler, de le garder pour soi. Il y a des choses qui sont intimes, et je pense que pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, où il faut être capable d'encaisser les peurs des autres, et ce qui est quand même compliqué quand on est enceinte et qu'on a un projet comme celui-là. Donc je dirais, c'est de garder ce projet pour soi, et vraiment de ne le partager qu'avec les personnes qui croient en ce projet. Je veux dire, la famille et les amis, ils sauront quand le bébé est né, et voilà. Se protéger, en fait. Parce qu'on est quand même très, très vulnérable quand on est enceinte. Donc, de se protéger. Je mettrai, mais ça me parle, hein, parce que c'est quoi le truc? C'est vivons heureux, vivons cachés. Mais clairement, dans ces moments-là, on est trop perméable aux émotions des autres, et ils viennent trop facilement déverser leur peur, leur angoisse sur les personnes enceintes. Donc, je mettrai aussi en lien l'article de comment elle s'appelle, Marie-Hélène Lahaye. Je ne sais pas si tu le connais, c'est si je n'étais pas née à l'hôpital, je serais morte et mon bébé aussi. Ah oui, vraiment? Point d'interrogation. Voilà. Ça sera toujours soutenant. Ouais. Oui, j'arrive. Pardon, il y a eu un pipi. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Je me sens bien. Je me sens bien. Ouais, c'est intéressant de replonger et de raconter comme ça tout le. En plus, ce sont quand même 10 ans d'apprentissage, hein, et comme je te dis, moi, par exemple, quand je vois aujourd'hui les femmes, c'est leur premier bébé, elles décident d'avoir un enfantement libre, ou même d'avoir un enfantement à la maison, je suis là, waouh! Parce que moi, je partais tellement loin, tu vois, que je suis hyper admirative. Donc, chacune a son cheminement, et, et puis, ouais, voilà. C'est une chose que je veux rajouter quand même, c'est que, parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent, c'est peut-être que oui, mais je le ferai peut-être pour le 2e ou le 3e, ou je sais pas quoi. En fait, je trouve ça dommage d'attendre. En fait, d'attendre quoi? Parce que, ouais, voilà. Que autant quand c'est quelque chose que ça te parle, ou ça éveille quelque chose en toi, l'idée d'avoir un accouchement physiologique à la maison, dans ton intimité, ouais, fais-le. Fais-le dès le premier. De pas attendre, quoi. De pas attendre d'être passé par l'hôpital pour voir si c'est bien ou pas. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose qui vient résonner là, parce que
pas forcément que dans le monde des naissances, mais même dans la vie de tous les jours, il y a un truc qui résonne comme juste et qui nous appelle. Et ouais, c'est peut-être pas le moment. Mais s'offrir en fait cette, comment dire, cette opportunité, si c'est là, c'est que c'est légitime. Si c'est là, c'est que, comment dire, si c'est enthousiasmant, si c'est qu'il y a clairement une très belle aventure qui est possible. Ouais. Et en fait, quand tu as partagé ça, j'ai pensé à un réel que j'avais fait sur la musique de Big Flo et Oli qui dit assez dommage, assez dommage. Et j'ai fait en fait plusieurs mères, une qui était enceinte de jumeaux et qui fait bon, j'ai bien envie d'accoucher chez moi, mais la maternité elle est pas pour. J'ai pas envie. Je sens que je vais bien, j'ai pas envie de faire d'écho, mais la sage-femme elle veut que j'en fasse. Et c'est tous des petits trucs en fait qui fait que on s'éloigne de notre sagesse intérieure. On s'éloigne de cette connaissance de soi et on remet au final cette responsabilité à un autre individu. Et on se prive en fait d'une part de soi et de la connaissance qu'il y a en soi. Je sais pas si c'est très clair. Je pars un peu dans tous les sens. Ouais, si, moi je comprends ce que tu veux dire. Merci beaucoup. Robin qui commence à tripoter tous les câbles et tout. Bon. Merci vraiment beaucoup pour ce moment. Est-ce que, parce que donc tu as partagé cette vigilance à avoir de garder le projet pour soi, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, je ne sais pas, un mantra, une ressource supplémentaire ou peu importe, comme ça pourrait être entendu. On a parlé beaucoup de l'enfantement, de l'accouchement, mais je pense que c'est hyper important. Alors on en parle de plus en plus et c'est cool de aussi mettre beaucoup d'énergie dans le postpartum. On l'oublie souvent quand on est tellement focalisé sur l'accouchement. Je vais avoir mal, je vais pas avoir mal, comment ça va se passer, qu'on oublie un peu le gros de l'iceberg, enfin de ce qui est, de ce qu'on ne voit pas et que, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps à préparer notre postnatal. Et d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai au 3e et 4e, et pourtant il y avait d'autres enfants et ça pourrait être très compliqué. J'ai eu vraiment des postpartum super, quoi. Super. Et il y avait d'autres enfants à la maison. Et super, ça ne veut pas dire que j'ai eu les hormones, j'ai eu une chute enfin, bien sûr que c'était un peu en dents de scie. J'ai eu 2 ou 3 mastites parce que ça, c'est ma faiblesse. Mais dans l'ensemble, j'en garde un super souvenir. C'était génial. C'était beau. J'ai appris à connaître mon bébé sans personne qui venait. C'était interdit. Personne ne pouvait rentrer chez moi. Ça aussi, c'est d'autres trucs, tu vois, que certains ne comprennent pas. Moi, ma famille est loin, donc ça va, c'est pas trop difficile, tu vois, mais d'être en famille. Tu vois, j'ai une naissance en famille, mais c'est pas que la naissance, c'est aussi le postnatal immédiat, le postpartum immédiat, d'être seulement entre nous et d'apprendre à se connaître entre nous, de prendre le temps. Je crois que vraiment, c'est ce qui permet aussi, c'est pas juste ce moment-là, c'est ce qui permet aussi, ensuite, les mois qui suivent, d'avoir de l'énergie, d'être bien, et de réussir, tu vois, là, avec 4 enfants, là, à gérer. Alors qu'avec 2, tu vois, j'étais complètement paumée, quoi. Voilà, je pense qu'il faut qu'on se souvienne que le postpartum, c'est hyper, hyper important. Mais vraiment, merci beaucoup. Tu as parlé du mois d'or. C'est pour maman. Attends, mon chat, j'ai pas fini. C'est pour maman. Tu as parlé du mois d'or en termes de référence sur le postnatal. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête justement pour revenir bon, moi, je pense à l'organisateur construire son nid, qui est vraiment
un cahier d'organisation pratico-pratique pour le postnatal. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient? Encore une fois, Quantique Maman, elle a une préparation là-dessus qui est vraiment chouette. Ouais, moi, ma Bible, c'était vraiment le mois d'or et cette préparation. Alors, bien sûr, j'avais fait aussi la formation de doula, on en parle beaucoup, donc il y avait ça en plus. Mais non, je ne connais pas ce cahier dont tu parles. Je t'enverrai une petite photo, une vidéo pour te montrer. Et franchement, il est vraiment génial. C'est l'association Humanly qui le propose en français, parce que je crois que l'autrice est américaine. Et je te l'enverrai si ça peut t'intéresser. Je sais d'ailleurs, je crois savoir que le mois d'or a fait aussi les cahiers du mois d'or, où là, on est plus dans le pratico-pratique aussi. Bon, pareil, je t'enverrai la référence. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Est-ce que... Non. Ben, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci pour cet espace. Ben, merci à toi parce que c'est hyper riche. Enfin, ce qui m'anime dans ces podcasts, c'est la sagesse en fait de la personne qui a vécu cette expérience-là. Il y a plein d'enseignements que je trouve tellement plus enrichissants au final dans les récits que ça, comme ça se passe comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, c'est OK, moi j'ai vécu ça. Et quand je me souviens quand j'étais enceinte, parce que c'est comme ça que j'ai commencé les récits, c'était OK, ça aussi c'est possible. Il y a des choses qui me parlaient plus que d'autres et c'était fou parce que des fois quand je réécoute des vieux épisodes, c'est ah mais oui, elle avait dit ça aussi, mais ça avait pas marqué autant que les autres bref. Donc vraiment merci beaucoup pour ton témoignage et pour avoir offert au final cette connaissance, cette sagesse au monde et pour pouvoir nourrir des familles qui cheminent aussi vers un enfantement libre. Merci. Merci à toi, Charlie. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee, le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.